Bonjour à toutes et à tous mes chers youtubeurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas comme d'habitude ça va très bien et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois qui sera remplie d'amour, de joie et de bonne humeur. Au moment où je tourne aujourd'hui cette vidéo, j'en suis à 2 jours avant mon grand départ en Égypte. Donc je sais pas si j'aurai terminé le montage de cette vidéo avant ou après que je sois revenu d'Égypte. Donc ça de toute manière vous le découvrirez vous-même. En tout cas, aujourd'hui on va poursuivre notre mini-série de vidéos sur l'astronomie, mais pas la terminer comme je le pensais. Ça nécessitait un peu plus de recherche et d'investigation de mon côté, sachant que comme je vous l'ai expliqué, j'ai un travail à temps plein qui ne me permet pas de me consacrer entièrement à la recherche de données scientifiques me permettant de mieux vous expliquer le phénomène et surtout l'intégrer dans cet ensemble encore plus grand que j'appelle la science holistique, qui consiste à rassembler toutes les différentes disciplines scientifiques ensemble plutôt que de les séparer et de les considérer simplement comme des domaines de spécialisation. Comme par exemple certains scientifiques à notre époque considèrent que la biologie c'est un domaine sacré dont lequel aucun autre scientifique appartenant à la catégorie des astronomes ou des géologues ne peut s'intéresser à la biologie. Parce que bien sûr, leur ego étant susceptible, ça provoque des frictions et des tensions. Et l'objectif de la science holistique, c'est de montrer qu'on peut tous s'unir ensemble, de montrer que chacun de nos modèles sont vrais et qu'ils peuvent s'accorder les uns avec les autres, s'emboîter, s'imbriquer parfaitement pour créer quelque chose de plus harmonieux et ce que je considère être le chemin vers lequel on se dirige et le futur prometteur qui nous attend pour chacun d'entre nous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de créer mon site internet que j'ai appelé Holistica, qui reprend justement le concept et mon système de croyance sur une science qui s'étale encore plus, qui devient plus vaste, avec une plus grande ouverture d'esprit et un intérêt pour chacune des sciences que j'ai citées juste avant. Bon, parenthèse fermée, maintenant je vais donc pouvoir poursuivre, notamment avec les principales avancées scientifiques qui ont été effectuées lors de la Renaissance, au XVIe siècle, puis un peu plus tard au XVIIe siècle, par 4 grands astronomes que je nomme Copernic, Nicolas Copernic, Galilée, de son nom latin Galileo Galilei, Tycho Brahe, que vous connaissez sûrement un peu moins, un astronome danois, et pour finir, lui il m'a passionné dans mes recherches, il faut absolument que je vous en parle, Johannes Kepler, d'origine allemande. Donc, qu'est-ce que chacun d'entre eux ont apporté par rapport à nos fameux astronomes grecs de l'Antiquité, qui ont été les premiers à avoir réfléchi à un modèle, à un système de l'univers, nous permettant de mieux appréhender notre monde dans son ensemble et de mieux nous situer parmi les autres étoiles et constellations de notre ciel, et ainsi bien former notre système solaire et comment l'intégrer dans une galaxie. C'est tout l'enjeu de la vidéo d'aujourd'hui, puisque c'est les découvertes qui ont été effectuées pendant la Renaissance. Alors Nicolas Copernic, on peut le désigner comme un homme à multiples facettes. Il a tout d'abord étudié dans un domaine plutôt privé et restreint à l'église, avant finalement de poursuivre ses études à l'université et avoir des diplômes en mathématiques et en astronomie. Mais lui s'est principalement intéressé au travail déjà accompli par ses prédécesseurs en Grèce antique, à savoir Claude Ptolémée, Héraclide, Philolaos, élève et disciple de Pythagore, si vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, qui disait que toutes les planètes tournaient autour d'un feu central qu'il appelait Esta. Copernic va réussir à déterminer que Aristarque, si vous vous souvenez bien de qui c'est, Aristarque a été la première personne pendant l'Antiquité à trouver que toutes les planètes tournaient non pas autour du Soleil mais autour de la Terre, ce qui était une petite révolution à cette époque et qui va être confirmé un peu plus tard par Nicolas Copernic,
Il va mentionner une ou deux fois son nom, mais en tout cas ça aurait été une de ses principales sources d'inspiration et d'exemples qui auraient permis d'analyser, de calculer les différents modèles pour en arriver à la conclusion que notre système solaire était bien héliocentrique, c'est-à-dire que toutes les planètes tournaient bien autour du Soleil. Donc ça a été une grande révolution à cette époque, d'autant plus que l'Église, avec un grand E, contrôlait à peu près toutes les informations qui étaient transmises à la population. C'était l'équivalent de notre gouvernement et de nos chefs d'État actuels. Donc autant dire qu'ils avaient une forte emprise sur la population. Et ils avaient un système qui consistait à censurer toutes les informations qui divergeaient de leur ligne de conduite principale, ou en tout cas du dogme qu'ils souhaitaient transmettre, de leur doctrine, qui était le système d'Aristote, c'est-à-dire la Terre au centre de l'univers immobile et toutes les autres planètes qui lui tournent autour dans des cercles concentriques. Sachant que lui en plus, il scindait notre espace en deux parties. Il considérait que tous les astres se situant entre la Terre et la Lune, ce qu'il appelait le monde sublunaire, était en perpétuel changement et incertitude, alors que tout ce qui se situait au-delà de la Lune, ce qu'il appelait le monde supralunaire, était un monde parfait et immuable, ce qu'on peut observer dans le ciel à travers des étoiles qui ne bougent pas, qu'on appelle à notre époque des étoiles circumpolaires. Mais petit à petit, plusieurs astronomes vont remettre en question cette théorie initiale, émise d'abord par Platon, puis ensuite reprise par Aristote. Et Copernic va donc établir son propre système astronomique qui va s'éloigner en grande partie du travail qui a pu être effectué avant en Antiquité par ses prédécesseurs. Donc ça, c'est la principale percée qu'il a pu faire, mais il n'a fait aucune observation astronomique à proprement parler. Il a simplement récupéré des archives, il les a analysées, disséquées les unes après les autres, et en a tiré ses propres conclusions. Donc ça, c'est la première révolution qui va être faite. D'ailleurs, ça porte son nom, on appelle ça la révolution copernicienne. Et il va enclencher plusieurs interrupteurs et qui vont petit à petit faire progresser la science et l'emmener dans une nouvelle direction. Après lui, donc, est arrivé l'astronome danois Tycho Brahe, qui va être le plus grand astronome de son époque en termes de mesure de distance et de calcul mathématique pour déterminer avec précision la distance des astres par rapport à notre champ d'observation, donc depuis l'endroit où on l'observe. Et il va fragiliser le modèle d'Aristote en calculant avec précision la distance dont séparait notre planète avec une supernova. Donc c'est une planète qui vient tout juste d'apparaître dans le ciel, qui possède une très forte luminosité, même visible pendant la journée. Or, il a pu déterminer que sa distance était plus longue, plus importante que celle qui sépare la Lune de la Terre. Donc ce qui prouve que même au-delà de la Lune, le monde n'est pas parfait et immuable comme l'affirmait Aristote, mais changé également. Et ça a pu lui être confirmé un peu plus tard quand il a observé le déplacement d'une comète dans le ciel pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, si je ne me trompe pas. Il a pu se rendre compte que le mouvement de sa trajectoire était plus lent que la Lune, ce qui prouvait dans un sens qu'elle se situait plus loin que notre satellite. Ensuite, à partir de ces observations-là, il en a déduit que toutes les planètes de notre système solaire tournaient autour du Soleil, mais que chacune de ces planètes, enfin que le Soleil lui-même tournait autour de la Terre. Ce qui pouvait dans un sens mieux expliquer le mouvement rétrograde de certaines planètes. Mais à ce moment-là est arrivé un jeune astronome allemand un peu sorti de nulle part, du nom de Johannes Kepler, qui va publier son premier traité astronomique en 1596 du nom de Mysterium Cosmographicum, donc ça a été écrit en latin. On pourrait le traduire en français comme la cosmographie mystérieuse, dans lequel il explique que tous les résultats de ses recherches concernant sa lecture du Timée de Platon, les différentes structures pouvant expliquer la formation de notre univers, sont compilés dans ce traité-là. Et on y retrouve les 5 solides de Platon, donc les 5 polyèdres réguliers, qui seraient à l'origine de la création de la matière et de l'espace autour de nous, que sont le tétraèdre, le cube,
l'octaèdre, l'icosèdre et le dodécaèdre. Il va créer un système dans lequel il va intégrer chacune des orbites de toutes les étoiles autour du Soleil. Donc là, il va affirmer sa position copernicienne. Donc, il suit le mouvement de réformation qui est en cours, enclenché par Nicolas Copernic. Donc il croit totalement que son modèle est véridique. Et justement, à travers ses propos, il va tenter de justifier avec des observations astronomiques empiriques les données apportées d'abord par Copernic. À travers ces observations, il va reprendre ce qu'on appelle le quadrivium, l'astronomie, les mathématiques, la géométrie, la musique, ce qui montre que dans un sens, lui-même, il avait une vision holistique de l'univers, et c'est quelqu'un dont on ne parle pas énormément, et donc j'aimerais bien insister un petit peu plus à son sujet, parce qu'il a vraiment grandement contribué à l'apport de la science dans plusieurs domaines, et il était un fervent défenseur de l'astrologie et considérait qu'elle avait une place parmi toutes les autres sciences et qu'en aucun cas on pouvait l'écarter, parce que toutes ces affirmations montraient bien que l'astrologie était quelque chose de réel et de pertinent, notamment d'un point de vue prévisionnel. Il était capable de déterminer avec précision les transits des planètes et les événements qui pouvaient survenir du suite de leur passage, et donc les caractéristiques qui lui sont associées. Dans ce cas-là, je vous recommande d'aller visionner mes précédentes vidéos sur l'astrologie pour en savoir plus. Mais c'est pour ça que ce personnage m'intéresse vraiment beaucoup, parce qu'il était très ouvert d'esprit, et il était d'accord avec la plupart de ses prédécesseurs, Copernic, même Galilée, il a repris son travail, même s'il était contre l'astrologie, c'est le seul qui n'y croyait pas trop. Il a quand même considéré, notamment à travers ce qu'on va appeler plus tard les trois lois de Kepler, il va reprendre ce système et il va le développer encore plus à travers un perfectionnement de son champ de vision, à travers un instrument optique qui va lui permettre de perfectionner sa visibilité des astres dans le ciel, qu'on appelle la lunette optique ou la lunette astronomique. Mais bon, ça j'y viendrai un peu après. Donc Kepler, dans son Mysterium Cosmographicum, sorti à la toute fin du XVIe siècle, il va donc affirmer sa position copernicienne. Il va expliquer qu'il a lu le Timée de Platon, dans lequel justement on y fait référence des 5 solides de Platon, qui sera l'origine de toute la matière dans l'univers. Ainsi qu'il va un peu plus étayer ses propres observations, ses propres convictions concernant la manière dont notre système solaire fonctionne. Et il ne va pas simplement apporter des données théoriques ou abstraites qui seraient le fruit de son imagination, on dirait de son intuition, mais quelque chose de très concret. Un peu plus tard, en 1609, dans l'Astronomia Nova, il va faire plusieurs déclarations retentissantes qui vont secouer et ébranler le monde scientifique de son époque d'une grande ampleur, en y présentant ses 2 premières lois, qu'on appelle la loi des orbites et la loi des airs. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Un peu avant, quand il a publié son traité astronomique dont je vous ai parlé, Tycho Brahe, l'astronome danois, va le prendre sous son aile et va lui demander d'observer l'orbite de Mars, que la plupart des astronomes ont un peu de difficulté à vraiment expliquer rationnellement. Et à travers ces observations et calculs, ils vont le faire, d'après ce que j'ai compris, à Prague, ville très ésotérique. Il va découvrir que l'orbite de Mars n'est pas circulaire, comme la plupart des scientifiques de son époque le pensaient, justement en se basant sur le modèle de Platon et d'Aristote, mais elliptique, et que le Soleil ne se trouve pas au centre de cette ellipse, mais dans un de ses foyers, donc dans un de ses recoins. Par exemple, le Soleil, s'il est ici, et que la trajectoire de Mars suit une orbite, à un moment donné, elle va être plus proche du Soleil, et à un autre moment, elle va s'en éloigner. Quand une étoile se rapproche de très près du Soleil, elle est à ce qu'on appelle sa périhélie. Et quand elle s'en éloigne le plus, il appelle ça son aphélie. Et quand une étoile est à son aphélie, elle est plus lente, alors que quand elle est à sa périhélie, elle est à sa vitesse la plus rapide. C'est justement le principe de ce qu'il appelle, c'est ce qu'il va énoncer dans sa 2e loi, la loi des airs. Et donc il explique
que le Soleil aurait une certaine force magnétique qui attire les étoiles les unes après les autres autour de lui, mais qui en même temps les rejetterait. On va dire il les attire, mais il les repousse. Voilà, il les attire et il les repousse. Donc c'est un principe d'aimant, d'attraction ou de repoussement magnétique, si on peut l'exprimer ainsi. Puis un peu plus tard, en 1619, lorsqu'il va sortir son 3e livre de référence, Harmonices Mundi, il va y établir sa 3e loi qu'on appelle loi des périodes, qui dit que la période de révolution au carré d'une planète est équivalent à sa surface parcourue, à son demi-axe de longueur au cube. Alors, je ne suis pas un expert en mathématiques, donc moi-même j'ai du mal à me représenter ça. J'essaie de me l'imaginer plusieurs fois, mais j'ai encore quelques difficultés à comprendre le concept, même si c'est accepté par la plupart des scientifiques actuellement. Mais bon, étant donné que je m'y connais pas trop, je ne vais pas trop développer à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, ces 3 lois de Kepler sont maintenant une référence à notre époque, et la plupart des chercheurs et des enseignants à l'université parlent de ces 3 lois de Kepler, notamment quand ils expliquent l'histoire de l'astronomie. Et donc dans Harmonices Mundi, il va aussi revenir sur l'harmonie des sphères. Tiens, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sur l'astronomie, dans laquelle Pythagore expliquait que chaque planète était distante les unes des autres d'un intervalle régulier, d'un ton, entre la Terre et la Lune, puis ensuite on ajoutait un ton ou un demi-ton à cette échelle pour atteindre la gamme musicale qu'on appelle d'ailleurs la gamme pythagoricienne, et qui montrait que chaque planète comportait une fréquence. Donc à ce niveau-là, Kepler était quand même plutôt d'accord avec ça. Il y a même associé les aspects astrologiques et leur correspondance trigonométrique, donc leur angle d'inclinaison les unes par rapport aux autres, comme étant un principe d'ordonnancement, de structuration de l'univers. Dans un sens que, par exemple, quand on dit qu'en astrologie, 2 planètes sont en opposition à 180 degrés, elles sont en quelque sorte liées l'une à l'autre, et elles projettent des énergies qui affectent les autres astres qui se trouvent dans cette forme géométrique. Ça ne s'intègre que dans une certaine forme. Et quand on y réfléchit, c'est vrai que ça j'y en ai pas trop parlé, mais le système de Kepler dans son Mysterium Cosmographicum fonctionne un peu comme des poupées russes. C'est-à-dire qu'entre chaque orbite des planètes autour du Soleil, qu'il a représenté de façon plus ou moins circulaire, mais avec une ordre d'épaisseur assez importante, expliquant dans un sens que leur orbite n'était déjà pas parfaitement circulaire, mais présentait quelques variables. Il y intègre donc une forme de la géométrie sacrée entre chacune de ces orbites. Par exemple, entre l'orbite de Saturne et de Jupiter, il y intègre le cube, puis ensuite entre Jupiter et Mars, il y met le tétraèdre, puis ensuite entre Mars et la Terre, le dodécaèdre, entre la Terre et Vénus, l'icosaèdre, et entre Vénus et Mercure, l'octaèdre. Et quand on y réfléchit bien, on estime que la Terre parcourt les 12 constellations du zodiaque à travers ce qu'on appelle l'écliptique. Or, si on reprend le modèle de Kepler, il explique que notre planète se situe en plein milieu de 2 orbites, au milieu de laquelle se trouverait un dodécaèdre. Or, le dodécaèdre, qui est donc un des 5 solides de Platon, possède 12 faces, ce qui correspondrait aux 12 signes du zodiaque, ce qui est assez intéressant à analyser et à approfondir comme sujet. Mais bon, ça sera le fruit sûrement d'une autre vidéo. Et quand j'aborderai le sujet de la géométrie sacrée, ce qui fait partie du programme. Et puis est arrivé enfin Galilée, qui va perfectionner la lunette astronomique, qui est un instrument qui a été développé au début du XVIe siècle en Hollande, donc aux Pays-Bas, et qui se caractérise par l'ajout d'une double lentille sur un instrument d'optique, ce qui permet de grossir l'objet et d'avoir une meilleure visibilité de sa luminosité. Et grâce à ça, il va faire plusieurs découvertes successives dans un temps vraiment très rapide. Ça va commencer à partir de 1610. Il va d'abord faire une immense découverte. Il va découvrir que
4 satellites tournent autour de Jupiter. Et d'ailleurs, satellite est un mot latin qui veut dire garde du corps. C'est assez drôle quand j'ai lu ça, je vous avoue. Et quand on y réfléchit bien, bah ouais, elles protègent leur planète mère qui est Jupiter. Ils sont autour, ils sont en train de faire les vigiles, ils surveillent les alentours, ils guettent l'arrivée potentielle d'un ennemi que pourrait être un astéroïde ou une comète en approche. Enfin bref. Donc les 4 lunes de Jupiter que sont Io, Europa, Callisto et Ganymède. Et ça encore une fois, ça va ébranler le modèle d'Aristote qui disait que non seulement toutes les planètes tournaient autour d'un seul astre, mais que ce seul astre était la Terre. Alors là, non seulement Galilée a fait l'observation que des astres pouvaient tourner autour de planètes et non pas forcément d'une étoile ou d'un seul astre, mais que ça pouvait se répercuter sur plusieurs échelles, telle une immense fractale. Et d'ailleurs, notre univers est une grande fractale. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, il va faire la découverte des 4 premières lunes de Jupiter. Peu de temps après, il va découvrir que Vénus possède elle aussi plusieurs phases, que les étoiles les plus éloignées de notre système solaire sont en fait des amas d'étoiles, ou ce qu'on peut appeler des étoiles multiples. Donc, ce qui nous apparaît comme un point lumineux au loin est en fait une multitude d'étoiles regroupées ensemble. Il va aussi découvrir le nombre précis d'étoiles comportant notre Voie lactée, ce qui est impressionnant déjà pour son époque. Puis un peu plus tard, il va découvrir que Saturne possède un anneau de poussière tout autour. Il fait percées scientifiques sur percées scientifiques les unes après les autres qui va secouer en profondeur le modèle scientifique en rigueur de son époque. Et ce sera un peu plus tard que Newton va reprendre un peu toutes ces différentes observations. Il va aussi s'appuyer sur les 3 lois de Kepler pour avancer ce qu'on appelle sa théorie de la gravitation, mais qui sera le sujet de ma dernière vidéo sur l'astronomie. Voilà, je pense que déjà ça fait beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que maintenant vous en connaissez un peu plus sur l'univers et sur le cosmos. Et j'ai hâte de vous retrouver pour la dernière partie de ma mini-série de vidéos sur l'astronomie, qui sera tout aussi intéressante et qui viendra clôturer ce chapitre qui s'est déjà bien développé sur cette merveilleuse science qu'est l'astronomie. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais prendre des vacances, je vais partir 10 jours en Égypte, donc je vais être absent un peu plus longtemps sur YouTube. Vous me retrouverez dans 2 semaines, je pense, pour la sortie de la prochaine vidéo. Si celle-ci d'ailleurs ne sort pas après mon retour en Égypte, ça va dépendre du montage que je vais avoir à faire. Quoi qu'il en soit, je vous transmets toutes mes meilleures énergies. J'espère vraiment que tout se passe bien dans votre vie. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous transmets beaucoup d'amour, beaucoup de joie de vivre. Je vous souhaite d'obtenir l'abondance dans votre vie, que ce soit financière, relationnelle, professionnelle, tout ce que vous voulez. Mon objectif, c'est de rassembler les gens, de faire en sorte qu'on soit une unité, qu'on arrête de se disputer les uns et les autres, de mettre nos égos de côté, comme on dit, et qu'on se réunisse tous autour d'un thème commun, qui est de tout réunir et de tout rassembler, puisque c'est l'avenir. Et c'est de cette manière que notre monde deviendra plus harmonieux. Voilà, je pense que c'est un très bon message de fin pour clôturer cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée à vous, et à la prochaine. Bye.